Madame Bruniera, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur Jost, chers collègues. Un peu plus d'un an après la constitution de notre groupe de travail sur la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et un peu moins d'un an avant la date prévue pour sa réouverture le 8 décembre 2024, voici venu le moment pour nous de vous présenter le premier bilan de nos travaux de suivi. Dans un premier temps, je reviendrai sur les différents points qui, lors de l'adoption de la loi du 29 juillet 2019 pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale, pouvaient représenter un pari audacieux, ceci afin de mesurer le chemin parcouru et la pertinence des outils mis en œuvre. Dans un second temps, le président Oudoul fera le point sur l'avancement des travaux dans la cathédrale et les perspectives de réouverture. Mais permettez-moi, moi aussi, avant toute chose, de rendre hommage au général Georges Lain, dont la disparition brutale en août a constitué un choc pour toutes les personnes impliquées dans la reconstruction de la cathédrale. Ayant été rapporteur du projet de loi sur la cathédrale et membre du groupe de travail lors de la précédente législature, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges nourris avec lui et de le rencontrer à de nombreuses reprises. Sa détermination, son implication constante dans le chantier de la cathédrale, auquel il aura consacré une énergie qui semblait inépuisable, sont vivement regrettées. Je suis certaine que son action aura été déterminante pour la réussite de cette entreprise et je ne peux que déplorer, comme beaucoup, qu'il ne puisse pas être là pour la réouverture lorsque celle-ci aura lieu. Je salue d'ailleurs l'inscription de son nom dans le bois de la flèche de la cathédrale lors de la visite du président de la République la semaine dernière, tel celui des charpentiers d'hier et d'aujourd'hui qui laissent des marques cachées sur les pièces façonnées. Son nom sera ainsi à jamais lié à l'œuvre essentielle qu'il a pu accomplir en dirigeant ce chantier. Aujourd'hui, c'est en présence du président Philippe Jost, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et que je remercie, que je suis heureuse de pouvoir aborder les différents enjeux de la restauration de la cathédrale. Votre nomination est intervenue en septembre et elle a été saluée par tous. Elle représente le choix de la continuité, car vous aviez assuré la direction générale déléguée de l'établissement public depuis décembre 2019 et donc, rien de ce qui concerne le chantier ne vous est étranger. Je me réjouis que vous puissiez reprendre le flambeau de cette tâche immense et ne doute pas que vous mènerez à terme ce projet dont l'ambition avait parfois pu être initialement considérée comme déraisonnable. Dans un premier temps, je souhaiterais revenir sur les défis qui avaient émergé lors de la discussion du projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris. Il faut en effet se souvenir qu'à l'époque, l'adoption de cette loi n'était pas allée de soi, et avait suscité d'âpres discussions dans nos assemblées. Les dispositifs dérogatoires laissaient craindre de possibles contournements disproportionnés des règles concernant le respect du patrimoine et la pertinence même de la constitution d'un établissement public avait été interrogée. Il faut rappeler que c'est précisément face à ces inquiétudes exprimées que le président Studer s'était engagé en séance publique à ce que la Commission des affaires culturelles continue son travail de suivi jusqu'à la fin du chantier. Et je veux ici remercier la présidente Roche d'avoir fait sienne cette promesse. La loi du 29 juillet 2019 a permis d'encadrer la souscription nationale en faveur de la restauration de Notre-Dame, de créer un établissement public chargé de la maîtrise d'ouvrage des travaux, et elle prévoyait aussi des dérogations aux règles de droit commun pour ce chantier extraordinaire. Je reviendrai donc tour à tour sur ces différents points. Tout d'abord, la souscription nationale. Cette souscription a suscité un élan de générosité sans précédent en France, mais aussi dans le monde. Comme nous l'ont confirmé les fondations, Fondation de France, Fondation du patrimoine et Fondation Notre-Dame, que nous avons reçues en audition la semaine dernière, 232 millions d'euros ont été encaissés ou promis par la Fondation du patrimoine, 358 millions par la Fondation Notre-Dame et plus de 31 millions par la Fondation de France, afin d'être affectés à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis l'incendie. Au total, avec les dons reçus par le Centre des Monuments Nationaux et par l'établissement public créé par la loi, ce sont près de 840 millions d'euros qui auront été collectés, selon les derniers chiffres communiqués. Près de l'intégralité de ces dons sont aujourd'hui sécurisés. Les promesses se sont, à quelques exceptions près, effectivement concrétisées.
Parmi les dons collectés par la Fondation du patrimoine, 99% sont inférieurs à 1 000 €. Ce chiffre illustre bien l'engouement du grand public pour cette collecte et l'attente très forte de la restauration et même de la sauvegarde à l'époque et de la réouverture de la cathédrale. La Fondation de France nous a indiqué avoir conservé tous les courriers des donateurs reçus tout au long de la collecte afin d'en faire l'archivage et de constituer ainsi un témoignage de cet élan de générosité populaire. Le fait que 94% des dons collectés par la Fondation Notre-Dame, par exemple, soient français et 6% étrangers, montre également que cet engouement et cette attente ont dépassé largement nos frontières. La Fondation du patrimoine a ainsi dit recueillir près de 18 000 dons de l'étranger venus de 124 pays différents. Comment mieux souligner la dimension universelle de cette mobilisation ? Celle-ci nous oblige particulièrement, tant pour le contrôle de la gestion des dons que pour leur emploi, dès lors qu'ils seraient supérieurs au montant prévisionnel des travaux. Dans son dernier rapport d'octobre 2022, la Cour des comptes observait que le montant prévisionnel pour l'ensemble des travaux nécessaires à la réouverture de la cathédrale, et y compris les provisions et la mise en valeur du chantier et des savoir-faire, sujet très important dont nous avions discuté lors de l'examen de la loi, ce montant total donc s'élevait à 552 millions d'euros, s'ajoutant aux 151 millions d'euros de la phase de conservation proprement dite. Et aussi, Monsieur Josse, ma première question est la suivante. Pouvez-vous nous faire une mise à jour sur les chiffres actualisés de ces montants de dons et d'emplois pour les travaux? La question de l'emploi des possibles reliquats reste bien sûr à clarifier. Un certain consensus semble se dégager pour qu'ils servent à des restaurations complémentaires. Et c'est une autre question que je vous pose. Quelle distinction sera faite entre les pathologies préexistantes? Vous savez tous, je pense que la cathédrale était en travaux au moment de l'incendie, pour déjà être restaurée, et les effets de l'incendie. Les fondations n'ont pas de prérogative, bien sûr, sur l'emploi des fonds. En revanche, elles se doivent d'informer les donateurs et le groupe de travail a pu constater lors de son audition récente que cette information était effectivement assurée. C'était un point très important. Aussi, concernant l'établissement public, Monsieur Jost, pourrez-vous nous indiquer quels sont vos moyens de communication quant à l'emploi des dons et l'avancée des travaux, à la fois en direction bien sûr du grand public, mais également des donateurs? Cette question permet d'aborder à présent le sujet de l'établissement public proprement dit. En application de l'article 9 de la loi de juillet 2019, c'est à l'établissement chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, aussi appelé Rebâtir Notre-Dame de Paris, qu'a été confiée la mission d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale. La création d'un établissement public administratif spécifique, préféré à la pratique habituelle de conduite de ce type de mission par les services déconcentrés de l'État, n'allait pas de soi en 2019. Et quant à moi, je veux le dire ici clairement, comme je l'ai bien sûr, je cherche mes mots, comme je me suis battue à l'époque pour ce choix, je me félicite qu'il ait été opéré car je pense qu'il est une clé de la réussite du chantier. Les moyens nécessaires à la conduite d'un chantier tellement hors norme que celui-là, et l'objectif calendaire fixé par le président de la République nécessitait la mise en place d'une gouvernance spécifique, d'une gouvernance sur mesure. 1 an avant la réouverture de l'édifice, l'établissement public a fait la preuve de son efficacité, sous l'énergique autorité du général Georges Lain, puis sous la conduite de M. Jost. Il semble en outre s'acquitter avec brio du devoir d'exemplarité qui lui incombait. Des instances spécifiques permettent la concertation avec les donateurs. Comité des donateurs d'une part, comité technique de suivi des conventions cadres conclues entre l'État et les 3 fondations collectrices d'autre part. Un comité d'audit est placé auprès du conseil d'administration, auquel il donne des avis, présente chaque année un rapport sur la situation économique et financière de l'établissement. Enfin, l'établissement s'appuie sur un conseil scientifique pour assurer la rigueur scientifique et technique de la restauration en cours. L'articulation et le fonctionnement de ces différents organes ont fait l'objet d'une appréciation favorable par la Cour des comptes en 2022 et
notre groupe de travail n'a pas identifié de problème dans la gouvernance du chantier, bien au contraire. Tout cela me semble confirmer a posteriori les choix opérés lors de l'adoption de la loi et je m'en félicite. Je laisse à présent la parole à Monsieur Odoul.